Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La préoccupation de l'illettrisme aujourd'hui. Christelle Chevalier-Gatté. 1. L'illettrisme, un terme flou né d'une préoccupation praxéologique. Avec la mise en place de l'école obligatoire par Jules Ferry à la fin du XIXe siècle, l'alphabétisation de la France se consolide et s'homogénéise. Au milieu du XXe siècle, la France est totalement alphabétisée. Ainsi, se développe l'idée que l'analphabétisme est un problème qui, désormais, ne concerne plus la France. Les campagnes d'alphabétisation que mène l'UNESCO dans le monde apparaissent comme une réalité lointaine. En 1979, à une enquête du Parlement européen adressée à l'ensemble des États membres, la France, comme l'Allemagne et le Luxembourg, répond qu'elle n'est pas concernée par les problèmes d'analphabétisme qui ne touchent que les populations immigrées dont la langue maternelle n'est pas le français. Cependant, pour les acteurs de terrain, la réalité paraît plus complexe. Ainsi, l'association caritative ATD Quart Monde, Aide à toute détresse, constate l'émergence d'un phénomène nouveau. Le nombre de personnes ne pouvant lire et écrire correctement est en train de croître. Par le biais de ses actions, bibliothèques de rue, pivots culturels, colportage de livres, et les discours de ses militants, ATD Quart Monde essaie de sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics sur ce phénomène. La plus connue de ces interventions, Confère. Espérandieu et Vogler, 2000 page 20, a été prononcée par le père Joseph Wresinski en 1977, que dans 10 ans il n'y ait plus un seul illettré dans nos cités. Parallèlement, dans la période 1981-1981, 2 rapports sur la pauvreté sont rédigés. Un rapport commandé à la Fondation pour la recherche sociale, dans le cadre du programme européen de lutte contre la pauvreté. Ensuite, le rapport rédigé par Gabriel Oex, conseiller d'État. Il s'agit des 2 premiers rapports qui traitent expressément du fait que des personnes de langue maternelle française ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture, et qui proposent une campagne de lutte contre l'illettrisme. Un groupe de travail se constitue en 1982, dans le cadre de la mission pauvreté, lancée par le cabinet de Pierre Mauroy. Ce groupe de travail obtient par ailleurs l'appui de l'UNESCO, riche de son expérience des campagnes d'alphabétisation développées dans les pays du tiers-monde, ainsi que de pays industrialisés tels que le Royaume-Uni, qui représente dès cette époque une référence du fait de sa réussite en matière de mobilisation des médias. Les recherches effectuées par ce groupe de travail sont capitalisées dans un rapport remis au Premier ministre, présenté en Conseil des ministres en janvier 1984, des illettrés en France. Ce rapport traite prioritairement des personnes qui ont été régulièrement scolarisées pendant leur enfance en France, et établit pour la première fois un bilan de la situation des Français par rapport à la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Le Conseil des ministres adopte ce rapport et, s'inspirant des principales propositions qui y sont émises, ébauche les grandes lignes d'une politique de lutte contre l'illettrisme. D'autre part, il décide de créer une structure interministérielle, le GPLI ou Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme, qui assurera le suivi et la mise en œuvre de cette politique. Le GPLI est constitué d'un secrétariat général et de correspondants dans chaque région et dans chaque département, nommés par un préfet. Le 17 octobre 2000, le GPLI est remplacé par l'ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui remplit des missions similaires. Le néologisme illettrisme, dont ATD Quart Monde a été le promoteur, devient dorénavant le terme officiel concernant la maîtrise difficile de la lecture et de l'écriture par des personnes de langue maternelle française scolarisées en France. Contrairement aux autres pays confrontés à ce problème, la France crée un mot nouveau. Les francophones belges ou québécois continuent de parler des ''analphabétisme'', les anglophones des ''illiteracy'', les allemands des ''analphabétismus'', les espagnols et les italiens des ''analphabétismo''. Vélis, 1988 page 28. Les dirigeants français, à l'instar d'ATD Quart Monde, jugent que le terme d'analphabétisme a une connotation péjorative pour les adultes du quart monde. Dans un souci de ne pas stigmatiser la partie de la population concernée, souvent appelée publiques, les personnes ne sont plus dites illettrées mais en situation d'illettrisme. L'alphabétisation devient par ailleurs la lutte contre l'illettrisme.
On constate donc que le terme illettrisme est né non d'une préoccupation scientifique, mais d'une préoccupation d'acteurs de terrain, de militants qui ont voulu faire prendre conscience à l'opinion et au pouvoir public français d'une réalité que ceux-ci ignoraient ou ne voulaient pas reconnaître. Il s'agit bien d'un terme davantage que d'un concept. 2. Comment définir l'illettrisme ? Le terme analphabétisme a été construit sur le mot racine alphabet. L'analphabète renvoie donc à celui qui ne connaît pas l'alphabet. Le terme illettrisme a été construit à partir de la racine lettré, mot qui date de la fin du XIIe siècle. Ce mot est issu du latin litterae qui signifie « les lettres ». Les lettres désignent des missives, des ouvrages, des documents écrits, mais également des connaissances littéraires. Le lettré est donc une personne instruite, savant. Il dispose de lettres, c'est-à-dire au-delà de l'écrit, de la culture et du savoir. L'illettré désigne donc celui qui ne possède pas les lettres. Ces deux termes possèdent le même suffixe isme, qui marque le glissement de l'attribut d'une personne, analphabète, illettré, vers un phénomène social, analphabétisme, illettrisme. L'UNESCO, de par sa mission de lutte contre l'analphabétisme dans le monde, a proposé dès 1958 sa première définition du terme analphabète. L'analphabète est une personne incapable de lire et d'écrire, en le comprenant, un exposé simple et bref de faits en rapport avec la vie quotidienne. UNESCO 1958. À partir des années 80, le terme illettrisme commence à être vulgarisé par ATD Quart Monde. L'UNESCO, prenant en considération la situation des pays industrialisés, propose un nouveau terme, celui d'analphabétisme fonctionnel. Est fonctionnellement analphabète une personne incapable d'exercer toutes les activités pour lesquelles l'alphabétisation est nécessaire, dans l'intérêt du bon fonctionnement de son groupe et de sa communauté, et aussi pour lui permettre de continuer à lire, écrire et calculer en vue de son propre développement et celui de sa communauté. UNESCO 1978. La plupart des pays industrialisés confrontés au problème des adultes scolarisés dans leur pays, mais ne maîtrisant pas la lecture et l'écriture, adoptent ce terme d'analphabétisme fonctionnel. La France préfère parler d'illettrisme. Dès lors, comment distinguer l'analphabétisme, dont une définition a été donnée par l'UNESCO, de l'illettrisme ? Dans son rapport intitulé Illettrisme, accès et rapport à l'écrit. Répertoire de la recherche, publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales en 1997, le GPLI propose une définition de l'illettrisme ou plus précisément, des personnes relevant de situations d'illettrisme. Le GPLI considère comme relevant de situations d'illettrisme des personnes de plus de 16 ans, ayant été scolarisées, et ne maîtrisant pas suffisamment l'écrit pour faire face aux exigences minimales requises dans leur vie professionnelle, sociale, culturelle et personnelle. Ces personnes, qui ont été alphabétisées dans le cadre de l'école, sont sorties du système scolaire en ayant peu ou mal acquis les savoirs premiers pour des raisons sociales, familiales ou fonctionnelles, et n'ont pu user de ces savoirs ou n'ont jamais acquis le goût de cet usage. Il s'agit d'hommes et de femmes pour lesquels le recours à l'écrit n'est ni immédiat ni spontané, ni facile, et qui évitent ou appréhendent ce moyen d'expression et de communication 23. En 2003, la NLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui a remplacé le GPLI, propose une définition réactualisée de l'illettrisme. L'illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu'ayant été scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne, et ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des informations simples. Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se combiner, à des degrés divers, avec une insuffisante maîtrise d'autres compétences de base comme la communication orale, le raisonnement logique, la compréhension et l'utilisation des nombres et des opérations, la prise de repères dans l'espace et dans le temps, etc. Malgré ces déficits, les personnes en situation d'illettrisme ont acquis de l'expérience, une culture et un capital de compétences en ne s'appuyant pas ou peu sur la capacité à lire et à écrire. Certaines ont pu ainsi s'intégrer à la vie sociale et professionnelle, mais l'équilibre est fragile, et le risque de marginalisation permanent. D'autres se trouvent dans des situations d'exclusion où l'illettrisme se conjugue avec d'autres facteurs.
Cette définition permet d'opérer deux ajouts par rapport à celle présentée par le GPLI en 1997. En premier lieu, certaines personnes en situation d'illettrisme peuvent présenter des difficultés avec d'autres compétences de base, telles que la communication orale, le raisonnement sur les nombres, l'espace, le temps. En second lieu, cette définition insiste sur le fait que malgré leurs déficits, les personnes en situation d'illettrisme ont néanmoins acquis, en dehors de la culture écrite, de l'expérience, une culture et un capital de compétences. Il reste que le critère de scolarisation, mis en avant dans les deux définitions ci-dessus, peut permettre d'opérer une distinction entre l'analphabétisme et l'illettrisme. Voici un schéma synthétique susceptible d'éclairer les distinctions existant entre les différentes actions menées auprès de personnes ne maîtrisant pas la lecture et l'écriture. Confère page suivante. Schéma 1. Les différents types d'actions possibles auprès de personnes ne maîtrisant pas la langue française ou les savoirs de base. Il est à noter qu'outre les termes analphabétisme et illettrisme, un troisième terme est en usage, la littératie, c'est-à-dire selon Statistique Canada, l'aptitude à comprendre et à utiliser de l'information imprimée dans le cadre de ses activités quotidiennes à la maison, au travail ou dans la collectivité. Rivière 2001, page 95. Si l'illettrisme, littératie, insiste davantage sur le ou les manques, la littératie envisage la capacité potentielle d'évolution et d'adaptation des individus. Ibidem. Si ces différentes définitions permettent d'éclairer les spécificités du terme d'illettrisme, celui-ci renvoie néanmoins à des situations très diverses. 3. Les personnes en situation d'illettrisme, des publics diversifiés. Nous avons vu au point précédent que, plutôt que d'employer le terme illettré, l'usage voulait que l'on parle de personnes en situation d'illettrisme, dans un souci de ne pas stigmatiser ces personnes. Aussi, à la question « Qui sont les illettrés ?», on pourrait substituer la question « Qui sont les personnes en situation d'illettrisme ?». Afin de décrire cette population, il conviendrait alors de s'interroger sur les diverses situations d'illettrisme. De nombreuses études descriptives ont été menées, Vélis 1988, Comité économique et social de Lorraine 1990, Orihuela Burna, Infranière et compagnons dire 1992, Albert et Derick Infrenkel dire 1993, Vinerier 1997, visant à dresser un portrait de ce public. Si certaines se sont intéressées à des populations particulières, tziganes, bateliers, d'autres ont voulu dresser un panorama davantage exhaustif concernant une population plus vaste. C'est le cas de l'étude menée par Vélis en 1988. Selon lui, il n'existe pas une forme unique de l'illettrisme. De fait, il peut se traduire de diverses manières, selon le niveau et la nature des difficultés individuelles, selon l'époque et le lieu, selon le bagage minimal de connaissances et de comportements qu'exige la vie de tous les jours. Vélis, 1988, page 29. Afin d'étudier les diverses situations d'illettrisme, certains auteurs ont essayé d'établir des typologies. Nous retiendrons deux études, l'une centrée sur le niveau et la nature des difficultés individuelles. Il s'agit des travaux de Bentolila 1996 relatifs au savoir de base, et l'autre centrée sur le bagage minimal de connaissances et de comportements qu'exige la vie de tous les jours, plus précisément le bagage minimal de connaissances et de comportements qu'exige le milieu du travail. Pour cette seconde étude, nous mentionnerons les travaux de Vinerier 1994, ayant trait aux problématiques d'insertion sociale et professionnelle. Quant aux variables spatio-temporelles mentionnées par Vélis, 1988, plus avant et à leur rôle dans la connaissance des situations d'illettrisme, nous les aborderons au chapitre traitant des causes de l'illettrisme. Une première typologie au regard de la maîtrise des savoirs de base. Bentolila, linguiste, conseiller scientifique de l'Observatoire national de la lecture, a mené différentes enquêtes afin d'évaluer les performances en lecture de différentes populations. Outre la volonté de distinguer différents groupes en fonction de la plus ou moins grande maîtrise du lire-écrire, il a voulu également quantifier l'illettrisme, ce qui représente une activité délicate, qui se situe au confluent de deux intérêts divergents. Rivière 2001, page 89.
Celui des acteurs de la lutte contre l'illettrisme, attendant de ces chiffres une mobilisation budgétaire plus conséquente. Celui de l'Éducation nationale, qui voit en ces statistiques une critique sur l'efficacité relative des actions conduites à l'école. Dans son ouvrage de 1996, ainsi que dans un rapport de 2001 adressé à la Fondation Caisse d'épargne pour la solidarité, Bentolila relate 3 enquêtes conduites auprès d'allocataires du RMI, au nombre de 1993 à 1994, auprès de 10 894 détenus en maison d'arrêt, 1997, auprès de conscrits de 18 à 23 ans, en 1995, c'est-à-dire dans le cadre des 3 jours de la conscription, avant la mise en place des journées d'appel de préparation à la défense. Pourquoi ces 3 types de populations ont-elles été évaluées ? La mesure directe de l'illettrisme peut se réaliser de 2 manières, soit par des enquêtes, soit par des dispositifs administratifs. Le dispositif profite d'un passage obligé des publics pour des raisons administratives, inscription au RMI, circuit d'arrivée dans une maison d'arrêt, ou de citoyenneté, à travers la journée d'appel de préparation à la défense ou encore les anciens 3 jours de sélection du service national. Rivière 2001, page 74. La série d'épreuves administrées visait à évaluer le niveau de lecture des personnes testées. 4 types de performances ont été mesurées. La capacité d'identification et de compréhension de mots, la capacité de compréhension de phrases simples, la capacité de compréhension de quelques informations d'un texte court, la capacité de compréhension en profondeur d'un texte court. Les profils établis pour chaque individu testé nous ont permis de constituer 5 familles de lecteurs, qui correspondent respectivement à un même seuil de performance. Bentolila, 1996, page 19. Voici les résultats obtenus et publiés par les chercheurs dans les ouvrages précités. Tableau 1. Mesure des performances en lecture auprès des bénéficiaires du RMI, des détenus et des conscrits. Cette première typologie permet de mettre en évidence, au sein des populations en difficulté par rapport à la lecture, différents degrés de maîtrise ou de non-maîtrise du savoir lire. Ainsi, pour les allocataires du RMI, la proportion de personnes appartenant aux familles A, B et C est identique. Bentolila continue à conduire différentes enquêtes auprès des jeunes gens de nationalité française, âgés de 17 à 18 ans, participant aux journées d'appel et de préparation à la défense, le service national réformé. Celle-ci est effective depuis octobre 1998 et ne concerne les filles que depuis avril 2000. À cette occasion, la loi prévoit une estimation du niveau de français. Sur cette base, un dispositif d'évaluation et d'orientation a été mis en place. Sur l'année 1999 à 2000, 680 438 jeunes ont été concernés. Rivière 2001, page 81. Si seul le savoir lire était exploré auparavant, de nouveaux tests permettent d'explorer également le savoir écrire, le savoir lire et le savoir écrire constituant 2 savoirs de base par rapport auxquels les personnes en situation d'illettrisme sont en difficulté. Sur la période allant de septembre 1999 à juin 2000, il ressort que 9,3% de ces jeunes sont en situation d'illettrisme. Précisons que le ministère de la Défense distingue les jeunes en danger d'illettrisme, 4,3% présentant des difficultés de lecture, des jeunes en situation d'illettrisme, 5% présentant de graves difficultés, une incapacité de lecture. Néanmoins, toute tentative de quantification de l'illettrisme se heurte à la diversité du public concerné. Aussi, les chiffres présentés sont à relativiser au regard de la population qui a été évaluée. Ainsi, dans le cadre de l'évaluation des performances en lecture-écriture lors des JAPD, sont exclues les personnes relevant de handicaps physiques et mentaux, pour des raisons liées aux contraintes de la conscription, alors même que ces personnes pourraient être concernées par la problématique de l'illettrisme. Toute démarche quantitative est une construction de données. Pour l'illettrisme, et devant la multitude des approches, il est important de bien percevoir quels sont les principes et définitions qui ont été adoptés. Opsite, page 71. Une seconde typologie au regard de l'insertion sociale et professionnelle. Vinerier, 1994.
a proposé une autre typologie des personnes en situation d'illettrisme, non plus au regard des savoirs de base, mais des problématiques d'insertion. Cette typologie a pour but de dégager les dispositifs de formation les plus appropriés, au regard des difficultés et des capacités identifiées pour chaque profil. Afin d'établir une typologie des personnes en situation d'illettrisme, Vinairier 1994, s'est basé sur 13 critères qu'elle regroupe en 3 catégories. 3 critères liés au passé des personnes illettrées, passé familial, scolaire, passé d'insertion sociale et professionnelle. 5 critères liés à la formation, démarche de formation, projet de formation. 5 critères liés aux conditions de vie des personnes illettrées au moment de leur demande de formation ou pendant leur formation. Ressources, travail, logement, famille, santé. Ces critères ont été choisis, d'une part, dans le but de saisir l'illettrisme par rapport à une globalité, d'autre part, au regard d'une pratique auprès de personnes en situation d'illettrisme. Les critères visent à donner ainsi une perspective globale du problème de l'illettrisme. Vinairier, 1994, page 12. Ces critères ont été choisis parce qu'ils se révélaient être des constantes à travers les récits de vie entendus. Opsite, page 45. À partir de ces critères, Vinairier, 1994, définit 3 profils et décline, pour chacun d'eux, des stratégies d'intervention qui lui semblent appropriées. Le profil A s'intitule « Exclusion ». Il regroupe des personnes marquées par l'échec dans différents domaines. Ces personnes refusent le plus souvent de s'inscrire dans un processus de formation, et plus généralement dans un processus d'insertion. Le désir d'insertion ne fait pas partie du possible à envisager. Opsite, page 141. Le profil B est appelé « marginalité ». Il regroupe des personnes à la charnière entre l'exclusion et l'insertion sociale. Ces personnes sont devenues marginalisées suite à un événement ou une série d'événements, familiaux, professionnels. Contrairement au profil précédent, un désir d'insertion existe, latent. Une tierce personne sera nécessaire afin que celle-ci prenne conscience de leur désir et fasse la démarche de s'inscrire en formation. Enfin, le profil C correspond au profil insertion. Ce profil regroupe des personnes insérées socialement, tant au niveau familial qu'au niveau professionnel. Ces personnes ont conscience de leurs difficultés et de leurs capacités. Lorsqu'elles s'engagent dans une formation, elles sont motivées et transfèrent les savoirs acquis en formation à leur vie quotidienne. Si les personnes en situation d'illettrisme constituent un public hétérogène, elles partagent cependant en commun des difficultés par rapport au lire-écrire qui entravent le bon déroulement de certains actes de leur vie quotidienne. Comment expliquer de telles difficultés? Quelles peuvent en être les causes? 4. Comment expliquer les situations d'illettrisme? Une causalité plurielle. La détermination des causes de l'illettrisme s'avère, comme toute tentative du même genre dans le domaine des sciences humaines, une entreprise particulièrement délicate, Espérandieu et Vogler, 2000, page 43. Cependant, cette détermination est rendue d'autant plus délicate que les caractéristiques du phénomène étudié sont particulières. La première difficulté vient du fait que le terme illettrisme est un terme flou au caractère plurivoque et qui renvoie à des publics diversifiés. La seconde difficulté tient au fait que cette population est difficile à attendre par voie d'enquête. Les résultats des rares études dans ce domaine sont donc à manier avec prudence. Espérandieu et Vogler, 2000, évoquent 2 enquêtes. Une enquête menée en 1985 par l'association belge Lire et Écrire, pour le compte de la Commission des communautés européennes, concernant les itinéraires d'analphabétisme dans 5 pays. La Belgique, la France, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni. Une seconde enquête effectuée par l'Association pour la formation professionnelle et le développement de l'éducation permanente de Niort. Ces 2 études qui présentent des tendances semblables mettent en évidence 2 phénomènes. Il existerait un illettrisme de retour, soit une perte des capacités de lecture et d'écriture faute de pratique en ce domaine. L'illettrisme des adultes serait principalement lié à un échec scolaire. La maîtrise de la langue écrite n'a pas pu être acquise à l'école, ou l'a été, mais de manière insuffisante. Fijalkov, à travers son ouvrage Mauvais lecteur, pourquoi 1990, explore les différentes raisons qui peuvent expliquer l'échec scolaire dans le domaine de la langue écrite. Il évoque 5 grandes causes,
qui toutes renvoient à un ou plusieurs courants de pensée dans le domaine des sciences humaines, hormis la première cause qui renvoie aux sciences médicales. Une cause organique. Des déficits instrumentaux et cognitifs. Des troubles affectifs de la personnalité. Une cause liée au milieu socio-familial, le handicap socioculturel. Une cause liée à l'école. La conception organiciste. Selon les tenants de cette conception, le problème des mauvais lecteurs est neurologique ou héréditaire, sachant que sont exclues d'autres origines possibles, telles que des difficultés intellectuelles ou socioculturelles. Au sein de cette conception, différentes thèses s'affrontent. Une première thèse postule que les difficultés de lecture chez l'enfant sont liées à une atteinte cérébrale, sous forme de blessure cérébrale ou d'un dysfonctionnement cérébral minime. Selon d'autres chercheurs, les difficultés de lecture chez l'enfant seraient innées, héréditaires. Une troisième thèse soutient que les difficultés de lecture de l'enfant proviennent d'un retard de maturation du système nerveux central. Les déficits instrumentaux et cognitifs. Pour les cognitivistes, des déficits instrumentaux sont à l'origine des difficultés que rencontrent les enfants pour apprendre à lire. Fijalkov, 1990, page 45. Ces déficits ont été regroupés en 4 classes correspondant aux 4 processus psychologiques de la perception, de la mémoire, du langage oral, de la pensée. Les recherches menées en psychologie cognitive s'intéressent donc à ces 4 processus relativement à leur déficience. Les recherches récentes portent sur les corrélations entre les capacités en jeu dans l'acte lexique et l'intelligence, la perception, l'attention sélective, la mémoire à court terme, le langage oral. Les troubles affectifs de la personnalité. Les difficultés en lecture de l'enfant seraient liées à des troubles psycho-affectifs. Dans ce courant de causalité, la théorie psychanalytique figure au premier plan, notamment avec les travaux de Bettelheim, 1983. Avec le courant psychanalytique, ce qui apparaît fondamental, c'est l'état socio-affectif de l'enfant au moment de l'apprentissage de la lecture. Fijalkov, 1990, page 78. Le milieu socio-familial, le handicap socioculturel. Sur un mode général, des partisans de cette conception ont pour principe commun de considérer les différences dues à l'origine sociale des enfants en termes d'infériorité, ou, dans un langage plus politique, en termes d'inégalité. Opsite, page 99. Les pratiques linguistiques et culturelles de la famille, le modèle éducatif qu'elle fournit volontairement ou involontairement à l'enfant, ne lui permettrait pas de se développer harmonieusement et expliquerait ses difficultés d'acquisition du langage écrit. La mise en question de l'école. Les difficultés de lecture de l'enfant ne seraient pas imputables à l'enfant lui-même ou à son milieu familial, mais à l'institution chargée de lui apprendre à lire, l'école. La mise en question de l'école s'est faite à différents niveaux. Tout d'abord, les méthodes de lecture ont suscité de vives controverses parmi les chercheurs et les praticiens, notamment entre les tenants d'une méthode analytique et les partisans d'une méthode globale. D'autres théories ont été émises concernant, non pas la méthode de lecture utilisée en particulier, mais la méthode pédagogique d'ensemble mise en œuvre dans la classe. Les travaux dont on dispose à ce sujet opposent presque toujours 2 types de méthodes pédagogiques. L'un qualifié par les anglo-saxons de traditionnel ou formel, et l'autre dit ouvert ou informel. Ce dernier correspond dans la communauté francophone au courant des pédagogies modernes, nouvelles, actives ou non directives. Opsite, page 45. Des recherches se sont par ailleurs intéressées à la corrélation entre les comportements pédagogiques des maîtres en classe pendant les activités de lecture et les résultats obtenus par les enfants dans l'apprentissage de la lecture. ENFM, des caractéristiques personnelles du maître ont été étudiées, caractéristiques susceptibles de jouer un rôle dans l'apprentissage de la lecture, telles que le style cognitif, l'expérience professionnelle et les diplômes, le sexe, les attentes. Après cette recension critique des différents travaux portant sur le ou les facteurs susceptibles de jouer un rôle dans l'apprentissage de la lecture chez l'enfant, Fijalkov conclut en posant qu'aucune approche ne se suffit à elle-même, mais que c'est grâce à l'interaction de ces différentes approches que l'on pourra expliquer au mieux les causes des difficultés de l'enfant vis-à-vis de l'acquisition de la lecture. Il prône donc une approche plurielle en la matière. Ce qui est préconisé ici
est de cesser de poser le problème en termes d'alternatives pour tenter de le penser au pluriel. Opsite, page 183. À côté de ces causes liées à l'échec scolaire, une autre cause est fréquemment mise en avant, Esperandieu, Vogler 2000, GPLL, 1995, l'élévation des exigences quant à la maîtrise du langage écrit en relation avec l'évolution socio-économique. L'histoire témoigne du caractère récent de l'illettrisme comme facteur d'exclusion. Esperandieu et Vogler, 2000, page 49, notamment dans le domaine professionnel où le niveau de formation requis devient de plus en plus élevé. La maîtrise du langage écrit constitue donc aujourd'hui une condition d'intégration sociale, sinon suffisante, du moins nécessaire. L'illettrisme serait donc expliqué majoritairement par un échec scolaire, dont les causalités paraissent elles-mêmes multiples. Pourtant, dire que l'illettrisme est la conséquence de l'échec scolaire revient simplement à déplacer le problème de son origine, non à le résoudre. Opsite, page 47. Il n'en reste pas moins que l'illettrisme questionne le rôle de l'école. Il ne s'agit pas, comme le souligne Bentolila, de lui intenter un mauvais procès en l'accusant d'être la principale responsable de l'illettrisme en France. Bentolila, 1996, page 114. Il s'agit plutôt de se pencher sur les missions de l'école en matière d'apprentissage du langage oral et écrit, flexibilité, adaptabilité, pertinence, autonomie, conquête et construction du sens sont ou devraient être les maîtres mots de l'école aujourd'hui. Opsite, page 115. Plus précisément, il s'agit de redéfinir les missions de l'école maternelle française qui voit de plus en plus arriver en son sein des enfants en situation d'insécurité linguistique, enfermés dans un malentendu avec la langue, n'ayant pas saisi ses enjeux et sa portée, les droits qu'elle offre, les devoirs auxquels elle astreint tout utilisateur. Pour eux, l'école maternelle constitue la première et la dernière chance de médiation dans un parcours d'apprentissage linguistique qui en a été jusque-là privé. Opsite, page 152. Si l'école ne peut être tenue pour responsable exclusive des situations d'illettrisme, son rôle mérite néanmoins d'être questionné, tant sur le plan des actions éducatives qu'elle peut mener, que sur le plan des modes de dépistage et de prise en charge des difficultés rencontrées à différents niveaux du système scolaire. Chapitre 2. Pour une meilleure compréhension des difficultés de lecture, apport de la psychologie cognitive. Ouria Bouchafa. 1. Des liens nécessaires entre psychologie et éducation. Dans le champ des recherches qui intéressent le monde de l'éducation, on constate la place prépondérante occupée par la psychologie cognitive. Il n'y a pas de hasard à cette suprématie car la psychologie cognitive a pour objet d'étude les processus mentaux humains. Comment l'homme arrive à connaître des choses sur le monde qui l'entoure, sur les autres personnes et comment il utilise ses connaissances pour réaliser une grande variété de tâches. Se rappeler, parler, raisonner. Elle couvre plusieurs champs qui sont au cœur même des objectifs fondamentaux de l'éducation liés aux apprentissages. Lire, produire et comprendre un énoncé, apprendre, mémoriser, compter, résoudre un problème. La psychologie cognitive a contribué à accroître nos connaissances et notre compréhension, non seulement des mécanismes mis en place par le sujet apprenant pour acquérir ses compétences, mais aussi elle manifeste un intérêt à analyser les difficultés de certains apprentissages scolaires. Ces recherches ont permis de concevoir des activités et des outils qui ont pour objectif d'appréhender les déterminants des échecs scolaires et de les prévenir. L'apport de la psychologie cognitive n'est donc pas tant dans une application directe de ces conclusions, mais elle apporte un ensemble de connaissances et d'instruments susceptibles d'être utilisés et adaptés par les enseignants. Ces méthodes fondées sur l'expérimentation classique, par leur caractère épuré et le strict contrôle des conditions de l'expérience, celles relatives aux caractéristiques du matériel, mais aussi au choix des sujets et à la situation d'expérience elle-même, posent le problème de leur faible degré d'adéquation avec les situations auxquelles sont confrontés quotidiennement les enfants à l'école. La tendance qui émerge depuis peu, après la nécessaire rigueur défendue par le courant expérimentaliste orthodoxe de l'ère behavioriste, est d'étudier des situations plus naturelles et ayant une plus grande validité écologique, c'est-à-dire une plus grande pertinence des données qui en résultent pour rendre compte du quotidien. Il faut donc voir la classe comme un laboratoire naturel, selon l'expression de Mayer, 1982, où peuvent être étudiées l'acquisition et l'utilisation des habiletés des élèves dans les apprentissages,
que l'école a pour objectif d'instruire. Cela n'empêche pas un retour fréquent à l'expérimentation classique, avec ses outils et ses méthodes, pour tester une hypothèse particulière. Le recours par le psychologue aux situations conçues à l'école, malgré les contraintes du terrain, comparé à la précision des situations de laboratoire, a l'avantage de n'être nécessairement pas suscité directement par une théorie et donc de pouvoir permettre un ajustement et un enrichissement des théories disponibles sur la question. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.